Bonjour. D'abord, vous me permettrez de vous adresser à toutes et à tous mes conseils de prudence dans la situation actuelle. Et je rappellerai ce que j'ai dit, je crois, de vive voix devant vous. N'oubliez pas que nous vivons dans une période que l'on pourrait caractériser comme étant la dictature de l'idiotie. Je veux dire par là où chacun se croit être en position d'émettre un avis, y compris sur des sujets sur lesquels il ne connaît rien, absolument rien, et notamment sur les politiques sanitaires. Nous sommes dans une zone très complexe, très tendue, euh, et nous devons respecter, quelle qu'en soit la lourdeur et la difficulté, les consignes sanitaires données par les autorités. Chacune et chacun en conscience peut en penser ce qu'il veut. Quand manifestement ces consignes ne correspondent pas à un impératif de santé, mais visent à masquer les failles d'une politique, ça, c'est la loi de la démocratie. Mais en tout état de cause, pour les consignes sanitaires, il s'agit là de faire bloc de manière très, très soudée, donc de se protéger au maximum. Je tiens à le rappeler parce que j'estime, à tort ou à raison, que c'est la première fonction d'un enseignant à quelque niveau qu'il se place, c'est-à-dire au sens large, un devoir non pas d'enseignement, mais d'émancipation par l'acquisition des réflexes qui contribuent à un sens collectif de la responsabilité. Après, on peut toujours s'interroger, et ce sera une transition vers l'un des propos que je vais développer devant vous, à savoir si la République a à éduquer ou à enseigner. Donc, je reprends le fil de nos pérégrinations virtuelles par vidéo interposée, et après m'être assez longuement étendu sur la mise en place de la Troisième République et rappeler comment elle n'apparaissait pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, un soir d'orage estival, mais qu'elle s'inscrivait dans une transition, dans une transition, mais dans une chronologie de crises successives où, à des moments paroxysmiques, l'idée républicaine s'était déjà imposée, et ensuite seulement comme une transition entre un empire jugé responsable d'une défaite, celle de septembre 1870, et la restauration d'une monarchie, et comment cette transition avait duré pour finalement s'imposer dans ces circonstances compliquées, d'où la longueur de mon analyse. Je voudrais maintenant d'abord vous donner quelques références précises et ensuite analyser la République assise à compter de 1879,
examiner les orientations qui furent la sienne et en analyser la signification. Alors, quelques références bibliographiques, nous en avons déjà parlé quand nous étions vus, les ouvrages de Claude Nicollet, le livre synthétique, enfin, dire, qui est la véritable Bible, le véritable manuel le plus accessible de Serge Bernstein, vous trouverez ça partout. Évidemment, on pourrait citer des ouvrages sur des moments symboliques. Je pense évidemment à l'œuvre majeure de Maurice Agulon, notamment sur 1848. Vous avez une immense littérature sur la période de la Commune de Paris, avec cette interprétation et ce débat interprétatif depuis le livre de Frédéric Engels, La guerre civile en France, sur la signification de la Commune, mouvement nationaliste, patriotique, de défense nationale, ou répétition générale d'une révolution socialiste. Ben, enfin, quoi qu'on en pense, les ouvrages de Jacques Rougerie, déjà ancien, et parfois peut-être on peut soumettre au crible de la critique, comme tout ouvrage. Bref, vous avez beaucoup de livres. J'oublie évidemment les travaux d'Odile Rudel, de Jacqueline Lalouette. Bon, voilà. Donc je vous mettrai ça sur une fiche bibliographique. Et donc, vous aurez des éléments. J'ajoute à cette bibliographie sommaire l'ouvrage de Michel Vinocq, de nature différente, qui s'appelle La fièvre hexagonale, et qui a ceci d'intéressant que d'analyser la récurrence des crises dans lesquelles le régime républicain va vaciller depuis la mise en place de la Troisième République jusqu'en 1968. Et qui essaye, peut-être artificiellement par certains aspects, mais après tout, c'est pas... Pourquoi pas, d'analyser dans la perspective continuité et discontinuité. Donc, vous avez là, je veux dire, un abondant appareil sur lequel vous fondez. Bon, vous avez réellement du pain sur la planche. Alors, analysons maintenant, si vous me permettez, la première décennie, pour aller vite, de cette République. D'abord, rappelons une évidence. Les républicains sont fort divisés. Il y a des gens qui sont strictement républicains, que la littérature de sciences politiques classerait dans un centre-gauche. Bon, moi, la notion de centre-gauche est quelque chose qui m'est profondément étrangère. C'est souvent, je trouve, une forme d'alibi pour ne pas s'avouer à droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la forme républicaine du régime assurée, modérée sur le plan politique et conservateur sur le plan social. Il y a une gauche républicaine au sens large que va symboliser la figure marquante des premiers gouvernements républicains de 1879 à 1885 et la figure de Jules Ferry. Il y a des gens qui vont ensuite donner naissance au Parti radical, qui, avant de devenir le grand parti de la gestion sociale et politique de la Troisième République,
à compter du moment où ces principales réformes qu'il prônait auront été réalisées avant la Première Guerre mondiale. Ce sera le parti vraiment du système politique à l'état pur, mais qui avant, n'est-ce pas, que ce programme fut réalisé, était un parti que l'on pouvait peut-être classer dans le mouvement, dans la dynamique républicaine à gauche, qui est le parti radical, symbolisé, enfin il sera fondé plus tard, mais ce qu'on va appeler par la suite le parti radical, et qui peut être symbolisé à l'évidence par la figure tutélaire de Georges Clemenceau. Il y a les républicains regroupés autour de Léon Gambetta et de sa légitimité historique, la proclamation de la République le 4 septembre, sa fuite en ballon pour exalter l'esprit de défense nationale dont témoignait la ville de Paris. Voilà. Donc la famille républicaine, ce qui l'unit, c'est la notion de république. C'était la question du régime politique. Et donc, contrairement aux monarchistes, elle a su faire fi de ces divisions, de ces oppositions, et c'est elle qui s'est imposée. Et peu importe qu'elle se soit au moins autant opposée par le fait que, quasi mécaniquement, l'incapacité des monarchistes a contribué à les déconsidérer. Peu importe ces divisions, elle s'est imposée, et c'est elle qui, à partir de 1879, lorsque la démission de MacMahon met un point final à, à cette transition en termes de régime, la République. Alors elle sera contestée par la suite, et on va y revenir. Mais la République, elle a été rendue possible par l'unité des républicains. Alors si on analyse, au-delà des péripéties électorales, 1881, les républicains sont confortés, 457 députés républicains, 88 conservateurs, on dit plus monarchistes maintenant, puisque la monarchie s'est déconsidérée par le fait même de son incapacité à conclure une situation politique qui au départ lui était extrêmement favorable. Parmi tous ces républicains, Jules Grévy, président de la République, ok, adjugé vendu, émerge une figure, la figure tutélaire de Jules Ferry, qui a divers ministères, que ce soit le ministère des Affaires étrangères, mais surtout le ministère de l'Instruction publique, va engager clairement des réformes qui peuvent symboliser à elles seules ce que c'est que d'être républicain. Ce que c'est que ce moment républicain, comme dit l'historien Philippe Nord, dans le livre publié, je crois, à Harvard, The Republican Moment. Et là aussi, si vous maîtrisez l'anglais, je pense que c'est un livre, parce que j'ignore s'il a été traduit en français, c'est un livre assez fondamental à lire. Donc quand on parle Ferry, on parle de éléments. Un que je n'aborderai pas aujourd'hui, qui est l'aspect colonial, parce que là aussi, je pense qu'il faut en déminer les présupposés et que, en aucun cas, on ne peut analyser la politique coloniale de la Troisième République, défendue notamment par Jules Ferry, avec le regard que nous en avons aujourd'hui. C'est un non-sens intellectuel, c'est un non-sens idéologique, et c'est précisément participer collectivement
à la notion de dictature de l'idiotie que je dénonçais tout à l'heure. N'oubliez jamais qu'en histoire, vous n'avez pas à appliquer votre mode d'analyse d'aujourd'hui sur la situation passée. Mais vous avez à vous doter de la méthodologie fondée sur la conjoncture mentale du moment que vous considérez. Fin de la parenthèse. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous reviendrons sur ces polémiques sur la politique, pour employer un vocable neutre, impériale et coloniale française, à moult reprises. Et donc, je l'exclus aujourd'hui de mon propos. Mais qu'on ne fasse pas de procès d'intention et qu'on ne vienne pas me chercher des poux dans les cheveux que semble apprécier, parce que c'est le seul endroit où à 1300 mètres d'altitude il fasse à peu près bon ce petit matin, puisqu'il neige dehors, une mouche qui me fait idéologiquement ressembler à ce débile mental de Mike Pence. Enfin, qu'on ne vienne pas me chercher des poux dans les cheveux sur cette question-là. Je vous dénie le droit d'analyser la question coloniale ou impérialiste avec votre regard post-colonial d'aujourd'hui. Ça, c'est niet. Donc, j'en reviens à mes moutons. Et Jules Ferry, avec l'école, va mettre en place un outil républicain pour former des citoyens républicains et qui puissent réunir, mixer par-delà un certain nombre de divergences, de différences sociales pour l'essentiel, avant que ne se brasse dans la grande aventure du service militaire. L'école est donc d'abord conçue comme un outil, d'éducation et pas d'enseignement au sens large. Il s'agit de fabriquer des militants républicains, des gens qui soient attachés très sincèrement à la République, et cela passe d'abord par une forme de laïcité de l'école. Et la mesure emblématique, c'est l'interdiction faite aux jésuites pour d'enseigner. Alors pour la Compagnie de Jésus, ça va même carrément dans un processus de dissolution. Dès le 29 mars 1880, et après il faudra qu'il y ait une déclaration préalable pour qu'elle puisse être reconstituée. Et puis le second pilier, c'est la gratuité de l'enseignement. Pour précisément faire en sorte que ce soit ouvert à tous. Il y a un contrôle de la formation des enseignants, avec un brevet de capacité pour les instituteurs, dès 1882. Il y a une obligation, au moins théorique, pour que tout enfant de 6 à 13 ans aille dans cette école. Ces études primaires sont sanctionnées par un certificat d'études qui est délivré sous forme d'un examen public où chacune et chacun est soumis à la même chacune et chacun est soumis à la même épreuve.
Depuis 1879, le 9 août 1879, c'était la loi Paul Bert, ce qui vous explique que pour nombreuses écoles portent le nom de Paul Bert. Il avait été mentionné stipulé que le personnel enseignant était laïcisé. Dans chaque département, il y avait une école normale d'instituteurs. Les cadres de ces écoles étaient formés dans une école normale supérieure, à l'image de l'école normale supérieure rue d'Ulm, créée par la Convention nationale. Là, il s'agissait de créer à Fontenay-aux-Roses pour les filles, à Saint-Cloud pour les garçons, une école normale d'instituteurs. Voilà. Ceci posé, on peut aussi, et je l'ai fait devant vous, s'interroger sur réellement la portée de cette école républicaine dont il est clair qu'elle vise d'abord à donner le savoir minimal, lire, écrire, compter, pour trouver une place dans la société de la révolution industrielle, c'est pas tout à fait absurde, et où de la même façon, elle vise aussi à prôner un projet. Et ce projet, il est un projet extrêmement clair, fondé sur une double optique, un projet patriotique, pour ne pas dire nationaliste, par l'acquisition des bases de l'histoire, de la géographie, mais aussi dans une perspective qui est n'oubliez pas l'Alsace et la Moselle. N'oubliez pas l'Alsace et la Moselle, même si ce n'est que progressivement que l'idée d'une remise en cause par la guerre, par la volonté de revanche contre l'Allemagne, va se mettre en place. Et que ce n'est pas forcément inscrit inéluctablement dans le projet républicain dès 1879-1880. Mais enfin, comment on construit une histoire avec des figures tutélaires, en choisissant spécifiquement dans l'histoire des rois ceux qui peuvent s'intégrer à cette conclusion catharsique et morale qu'est la victoire de la République. N'oubliez jamais que l'histoire est aussi source de légitimation politique, je crois l'avoir très clairement démontré, y compris à propos du plus haut personnage de l'État dans mes premières vidéos. Bref, fabriquer un modèle français avec l'idée aussi que l'éducation au sens large fabrique une conscience civique. Donc, vous voyez bien qu'on va très au-delà de la vérité d'enseignement. Alors, si on veut rentrer dans les détails, si on regarde par exemple des œuvres d'historiens de l'éducation, il y a l'histoire générale de l'enseignement d'Antoine Pro, il y a les travaux de Claude Lelièvre, que vous trouverez aisément. Là, par contre, on peut s'apercevoir aussi que cette œuvre de la Troisième République, elle pose d'autres problèmes. Et que certains des principes fondateurs qu'elle affiche ne sont pas forcément respectés. Je vous ai parlé de la question d'exemption scolaire au moment des récoltes. Elle prévoit un volant d'absence suffisamment large pour que les enfants de paysans puissent continuer à participer à leur juste place à l'œuvre, au travail quotidien pour lequel ils sont une forme de valeur ajoutée. Je vous ai bien rappelé le fait que l'école a tendance à reproduire la société à l'identique quand elle n'aggrave pas les inégalités.
Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on soit dans de la reproduction, je pense qu'on est plutôt souvent dans une aggravation, c'est un autre débat. Et je vous avais donné comme indicateur, mais c'est pas de moi, c'est de Claude Lelièvre, hein, tout simplement, l'analyse de la répartition des bourses, en vous montrant que ces bourses, elles vont pas tant aux enfants de paysans, aux enfants d'ouvriers, mais également d'abord aux enfants d'instituteurs, c'est-à-dire aux enfants, je ne dis pas que les instituteurs soient des privilégiés, loin de là, loin de là. Ce sont des saints laïcs, euh, ce sont des militants euh, qui n'ont été avares ni de leur temps, ni de leur énergie, et qui se sont dévoués à l'idée républicaine. Et ils méritent bien de la patrie de ce point de vue-là. Mais enfin, ce sont leurs enfants qui reçoivent les bourses. C'est-à-dire que c'est bien la formation de cadres de la nation convertie à l'idée républicaine, c'est bien de ça dont il s'agit d'abord. Donc, je pense que cette histoire est décisive. La réforme de l'école, l'œuvre scolaire symbolisée par le moment Jules Ferry, c'est quelque chose qui, à l'évidence, doit contribuer avec l'autre moment clé qui est le service militaire. C'est le moment qui doit contribuer à asseoir l'adhésion républicaine. Et moi, je vous inviterai à regarder en détail les manuels scolaires. Et notamment ce manuel fondamental qui est le Tour de la France par 2 enfants. Vous le trouverez partout, il est réédité. En gros, de quoi s'agit-il? Il s'agit de 2 petits Alsaciens, donc référence aux chères provinces perdues, au sol français amputé par l'annexion de l'Alsace et de la Moselle au Reich allemand. Donc, c'est pas neutre. Bon, un petit peu de sentimentalisme, de trémolo et de violon, là, sous les toits. Orphelins. Leur maman est morte, en faisant jurer à leur père qu'il n'y avait qu'un seul pays et 3 couleurs. Voilà. Tout serait mis en place pour être rattaché à la France. Le père a un accident du travail, meurt, fait promettre à l'aîné des 2 enfants de tenir ce serment et d'aller à la recherche de leur famille en France. Et le voyage de ces 2 enfants, ce tour de la France, c'est quelque chose qui est un prétexte à une leçon à la fois de géographie, d'histoire, mais d'histoire orientée, bien évidemment. Je dirais, si j'étais en grande verve aujourd'hui, Frankreich über alles. Mais bon, c'est un peu provoquant. Je vous demande de bien vouloir agréer mes excuses pour m'être laissé emporter. Les richesses économiques, techniques, une leçon de choses. Par exemple, quand on arrive dans une région de l'élevage laitier, comment on fait du beurre, enfin bon, etc. L'histoire de la sidérurgie au Creusot, etc. Enfin, bref. Un livre de propagande
et dans lequel vous avez tout, c'est-à-dire vous avez la grammaire, l'histoire, la géographie, l'instruction civique, la physique, l'arithmétique, les sciences naturelles, un manuel global qui est d'ailleurs rédigé par une femme qui signe du pseudonyme de Bruno euh, et qui déjà va symboliser la part importante des femmes dans la fonction d'institutrice. Et ça aussi, on aura affaire à une donnée de fond. Je ne dis pas que cette œuvre soit uniquement une œuvre militante, mais je dis que l'enseignement est très loin d'être la seule perspective de cette école républicaine et que cette école républicaine a pour mission de former des militants républicains. Et à partir d'un certain moment, de les former dans une perspective qui sera la question de l'Alsace et de la Moselle. Voilà ce qui est extrêmement important. Et fort caractéristiquement, quand on analyse l'œuvre de ces premiers gouvernements républicains post-1879, on s'aperçoit que c'est là l'essentiel. Parce que pour le reste, et je vais en terminer par là pour aujourd'hui, pour le reste, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord une tentative de révision constitutionnelle, parce que je crois vous avoir suffisamment bassiné avec ça, donc ça vous l'avez probablement intégré. Les lois constitutionnelles de 1875, elles ne sont pas très sexy. Elles ne sont pas très sexy, les lois de 1875, puisque précisément, elles sont fondées sur une ambiguïté viscérale, puisqu'elle eussent dû bien, aussi bien servir à l'établissement d'une restauration monarchique, que l'on appelait, que beaucoup appelaient de leur vœu, et la majorité de la représentation du pays, en tout cas, à ce moment-là encore, et à une république, donc avec des pouvoirs très élevés pour le président de la République, etc. Sauf que les républicains qui veulent tourner la page de cette ambiguïté, qui auraient voulu solidifier tout ça, les républicains, comme je l'ai dit, ils sont fort divisés entre eux. Et donc, ils ne vont pas parvenir à imposer, du fait de leur division, la grande réforme constitutionnelle typiquement républicaine, qui aurait été la suppression du Sénat. La tradition républicaine, c'est quoi en effet? C'est une seule assemblée, une assemblée législative qui vote la loi, qui a l'initiative de la loi. C'est une conception jacobine du monocamérisme, issue du vote direct du peuple, comme l'avait été la Convention nationale. Voilà. Et en plus, le Sénat, quand on analyse et sa composition, et son mode d'élection, et sa pratique politique dans les années cruciales d'établissement de la Troisième République, le Sénat, il est apparu bien souvent comme opposé à la volonté nationale, parce que précisément représentant d'intérêts bien plus conservateurs et traditionnalistes. Voilà quel est le projet. Passer du bicamérisme au monocamérisme, en supprimant le rôle, c'est selon, soit de frein, soit de contre-pouvoir et d'équilibre joué par le Sénat. À ce propos,
Permettez-moi une parenthèse personnelle sur la situation du temps présent. Force est quand même de constater que dans un certain nombre de dossiers récents, le Sénat est apparu comme un certain contrepoids. Je pense par exemple lorsque l'Assemblée nationale, nom actuel de la Chambre des députés de l'époque, l'Assemblée nationale a volontairement saboté des commissions d'enquête parlementaire. Suivez mon regard. Et donc, voilà, dans un système où, évidemment, aujourd'hui, l'Assemblée nationale est soumise directement comme chambre d'enregistrement suite à l'élection présidentielle, et où l'Assemblée nationale ne joue pas le rôle de représentation nationale, mais simplement d'enregistrement de la volonté du président de la République, le Sénat, avec tous ses défauts, donc comprenons bien que l'hostilité républicaine au Sénat, elle est inscrite dans le cadre où la démocratie politique, c'est d'abord un régime parlementaire et non pas une monarchie présidentielle, par définition extrêmement réductrice, et d'autant plus réductrice qu'il n'y a plus de septennat, mais qu'il y a un quinquennat avec une inversion du calendrier électoral qui fait que l'élection législative suit à quelques semaines l'élection présidentielle, et que par définition, quand on vient d'élire quelqu'un comme président de la République, on ne va pas ne pas lui donner les moyens d'assurer sa politique. Et donc, pour en revenir à mes moutons, en 1884, la réforme constitutionnelle, qui eût dû aboutir à la disparition du Sénat, eh bien, Jules Ferry va passer, au contraire, un compromis historique avec le Sénat, c'est-à-dire qu'il va garantir son existence à la condition que le Sénat ne s'oppose pas à la laïcité sur l'œuvre scolaire, notamment. Et donc, ça a été du donnant-donnant. Le Sénat valide les réformes scolaires par cette école laïque obligatoire. Le Sénat accepte la suppression des prières publiques lors des séances d'introduction du Parlement, et il reste en place. À une nuance près, c'est que les sénateurs inamovibles, vous vous souvenez, les membres nommés à la vie du Sénat, là c'est terminé, et donc autre exemple de la nuance et du caractère très relatif des réformes constitutionnelles, et je m'arrête là, promis juré, parce que de toute façon après ça va prendre plus de 5 heures pour le mettre en ligne, donc c'est ça l'inconvénient d'habiter là où j'habite. Beaucoup de républicains eussent voulu voir la disparition de la présidence de la République, parce que le précédent McMahon, enfin bon, ses pouvoirs un petit peu exorbitants, mais ils ne vont pas réussir à imposer cela parce que la pratique de Jules Grévy, qui a donc succédé à McMahon, a consisté à vider dans sa pratique la fonction de toute capacité de nuisance. Voilà, c'est ce qu'on a appelé, de façon ironique, la Constitution Grévy. Faire du président de la République une personnalité morale
qui n'applique pas la quintessence des pouvoirs que les lois constitutionnelles lui confèrent, parce que McMahon, en refusant de se soumettre, a dû se démettre. Voilà. Et donc, c'est plus le pari sur le fait que le président de la République ne jouera pas, ne tentera plus, fort du précédent historique. C'est pas tout à fait vrai. Nous aurons par exemple, en 1924, à analyser une crise politique dans laquelle le président de la République va jouer un rôle important. Mais nous y reviendrons. Je vous souhaite une bonne journée.